Bonjour, vous êtes sur Fusion TV. Bienvenue dans La Vie 4.0, l'émission qui questionne la quarantaine. Bonjour Aïda. Hello Delphine. Alors, notre invitée du jour est une femme. Elle est mariée, mère de 2 enfants. Elle travaille depuis 13 ans dans une certaine administration. Et puis, un jour, elle décide de démissionner. Comment assumer le choix d'une reconversion professionnelle à 40 ans? Telle sera la question fil rouge de notre émission du jour. Bienvenue Céline et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi Aïda. Alors Céline, il y a quelque chose que j'ai oublié dans ta description, c'est que tu es aussi fraîchement propriétaire. Et ma question est celle-là. Comment en arrive-t-on à quitter son emploi quand on connaît des conséquences que cela peut avoir compte tenu de ta situation? Alors, on ne réfléchit pas trop au final, parce que si on réfléchit, on ne fait rien. Enfin, en tout cas, pour moi, si j'étais toujours dans le temps de la réflexion, je serais toujours à mon poste et rien n'aurait changé. En fait, ça a été un cri du cœur. C'était une nécessité pour ma santé, mon bien-être. Alors, c'est vrai que au début, j'ai démissionné, enfin, j'ai signé une rupture conventionnelle. Donc, c'est d'un commun accord. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment que je voulais quitter mon travail, mais dans une administration, la sécurité de l'emploi, le petit train-train, le quotidien, les habitudes, c'était un petit peu difficile. Donc, je préparais tout doucement le terrain pour me dire que bientôt, incessamment sous peu, que j'allais partir. Ça a duré combien de temps, ça? Ça... La bonne question, je crois que ça... Au moins 4 ans. 4 ans en train de me dire que je vais partir et que je reste à mon poste, en fait. Et il y a eu le fameux Covid. Mm-hmm. Donc, le Covid qui est vraiment... qui a été un déclencheur parce qu'un catalyseur, en fait, pour pouvoir partir, en fait. Alors, Céline, avant de continuer, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de partir? Parce qu'il me semble que pour être resté 13 ans dans un emploi, c'est que quelque part t'animais, tu te nourrissais, tu aimais ce que tu faisais. Qu'est-ce qui fait? Pourtant, à un moment donné, tu éprouvais le besoin de tout quitter, finalement. Alors, le besoin, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler dans cette administration, je voulais faire mes armes, en fait. J'étais jeune, j'avais besoin, c'était mon 2e emploi, j'avais besoin un peu de me faire la main, mais très tôt, quand je suis rentrée, je me suis dit... je vais pas rester travailler trop longtemps là parce que c'est un environnement qui est assez spécial. Enfin, faut vraiment avoir travaillé là pour se rendre compte un petit peu. C'est extrêmement hiérarchisé. Au niveau de, tu n'es pas forcément force de proposition. Tu as des process tout faits. Donc, au niveau de la réflexion, en fait, c'est un travail un petit peu en chaîne. Hein. Et donc, moi qui avais toujours eu ce côté un petit peu créatif, très communicante, c'est vrai que même si lorsque je suis partie, j'avais eu une promotion où au final, j'ai eu le poste d'assistante de communication parce qu'avant, j'étais secrétaire de direction. D'accord. J'ai eu un poste d'assistante de communication, donc tu as évolué. Voilà, j'ai évolué. Voilà, on aurait pu croire que la communication, ça a été mes premiers amours puisque j'ai fait une école de communication, l'ISTC à Lyon, l'Institut supérieur et tertiaire de communication. Mais au final, c'est de la communication institutionnelle. Il n'y a rien de très excitant. Enfin, pour moi, après, il y en a plein qui vont trouver leur bonheur. Mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment pas vers ce à quoi je m'attendais. Et comme j'avais déjà, j'ai amorcé une formation illustratrice parce que moi, je voulais faire de l'illustration pour les enfants, des contes. Donc, tu avais déjà senti qu'il y a quelque chose en toi qui t'amenait quelque part d'autre. Tout à fait. Voilà, et je me rendais compte que quand je racontais des histoires à mes enfants, les 3 petits cochons, il y avait le petit chaperon rouge. J'avais envie de raconter des choses de chez nous, bien que j'ai vu effectivement qu'il y avait plein d'illustrateurs, des conteurs d'histoires qui, au final, existent chez nous. Mais je voulais un petit peu apporter ma pierre à l'édifice. Donc, ça a commencé comme ça, mon désir de vouloir partir. Mais c'était surtout aussi le point d'orgue, ça a été que ça ne répondait plus à mes valeurs. D'accord. Là où je travaillais, au fil des années, ce n'était pour moi, on travaillait pour
pour des personnes, voilà. Et au final, il y avait plus, pour moi, ce contrat de moralité n'existait plus. Et je me suis dit, écoute, Céline, faut pas aller à l'encontre de tes valeurs. Et à un moment, tu peux pas te dédire. À un moment donné, il faut que tu sois en raccord avec toi-même. Et c'est pour ça qu'il y avait ce tiraillement là aussi, où j'étais pas à ma place. Comment on sait qu'on n'est pas à sa place ? Quels sont les signes avant-coureurs pour toutes les personnes qui t'écoutent et qui sont déjà en train de vivre cette sensation qu'ils ne le savent pas encore? Alors, ne pas être à sa place. Qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de soi? Comment ça s'exprime? Alors déjà, je dois t'avouer que quand le matin tu te lèves et tu traînes des pieds, warning. Tu n'as pas envie d'aller au travail, tout simplement. Quand tu es là, tu n'as plus le même entrain. Pour faire une tâche normalement que tu mets 20 minutes à faire, tu mets 3 heures à le faire. Donc tu deviens, l'efficience est morte. Hein. Tu sais. Donc là, la productivité n'est plus au rendez-vous. Et voilà. Tu le fais sans passion, t'es plus animé en fait. Et moi-même qui avais plutôt une joie de vivre, c'est vrai qu'au travail on m'appelait bisounours. Ouais. Et je me rappelle, j'avais essayé de mettre en place un concept One Love pour mettre de l'amour dans le travail, qu'on n'arrive plus aigri, parce que voilà, je me suis dit à un moment donné, si je reste là, il faut que quand même que les gens, qu'il y ait cette que l'environnement soit agréable, que les gens soient contents d'être là, qu'on fasse des choses motivantes pour qu'au final qu'il y ait cet amour-là. Mais c'était c'était trop fort pour moi parce que c'est une institution et c'est institutionnalisé tout ça. Donc moi, de ma petite personne, je pouvais rien révolutionner. Au contraire, quand tu es là en mode révolutionnaire, mon Dieu, vous savez ce qu'on fait aux révolutionnaires? On leur coupe la tête. On les enferme. Donc non, là, voilà. Alors que c'est une gentille révolution, hein, la Martin Luther King. Hein. Prenez l'amour. J'étais pas là en mode aux armes citoyens et tout ça. Non, je voulais vraiment. Mais après. Je me perdais et voilà, le Covid a vraiment été le déclencheur. C'est ce qui a fait que voilà. Mais tu dis que le Covid a été le déclencheur, donc on va dire que c'est lui qui t'a permis, c'était le dernier coup de pied pour aller vers ce à quoi tu aspires. C'est très imagé, mais c'est totalement ça. Ça a été vraiment le dernier coup de pied. C'est ce qu'il me fallait. J'étais comme si je vais te redonner une autre image. C'est comme si j'étais au bord de la falaise, là. De la falaise, et puis tu es là. J'y vais pas. Je saute pas. Voilà, et puis le Covid a fait et tu as ouvert tes ailes. Du coup, ça te permet d'ouvrir tes ailes. Voilà, pour avoir un atterrissage pas trop dramatique, mais voilà, c'était vraiment ça. Et c'est vrai que l'atterrissage a été un peu brutal parce que même si tu veux, même si tu fais, même si tu prépares, au final, voilà, c'était un inconfort. C'était un inconfort, comme on dit. Et puis tu pars dans l'inconnu. Voilà. Et on aime cet inconfort. Alors on est là, on est en train de râler, on est dans notre inconfort, mais c'est tellement confortable. On est habitué à râler. Voilà. Un confort inconfortable. On est habitué au confort inconfortable. C'est la fameuse zone de confort. Voilà. Que beaucoup, peut-être, on se trompe souvent, cette zone de confort. C'est difficile d'en sortir. Toi-même, tu le dis, on veut sortir, mais finalement, il y a le petit confort là qu'on connaît, qu'on maîtrise, et puis il y a l'inconnu. Voilà. Du saut. Est-ce que c'est confort ou est-ce que c'est pas plus une zone d'habitude? Parce que tout à fait. Vu que c'est pas du confort. Mais justement, quand on sort de cette fameuse zone, quand on est marié, qu'on a des enfants, et propriétaire. Et qu'on est propriétaire, donc la pression financière, à mon avis, la pression, le fait d'être propriétaire, ça joue sur beaucoup de décisions, de quitter ou pas son travail. Toi, tu avais quand même à en parler avec ton mari. Ah, tout à fait, parce qu'en fait, alors vous avez bien souligné, propriétaire, ça veut dire que tu as des traites. Exactement. Que tu dois honorer. Tout à fait. Et franchement, moi, j'ai démissionné au lendemain de mon prêt, quoi. C'était vraiment avec mon mari, il a tout de suite compris que c'était ma santé avant tout. Ok. Ouais. On n'allait pas déroger à ça. C'est un travail, certes, c'était un travail qui permettait d'avoir un salaire chaque mois, avoir un 13e mois, même un 14e des fois. Hein. Donc voilà. Appréciable. Donc, appréciable. Mais à côté de ça, j'y étais pas bien. Et donc, c'est quoi? C'est d'avoir une épouse au travail, mais en lambeaux, que je ne reconnais plus. Ou c'est, écoute, vas-y, tu pars. On va voir comment on va essayer de gérer, solutionner le problème.
il y aura d'autres boulots, même si tu es moins bien payée. Tu es une femme intelligente, tu vas réussir à rebondir, j'en doute pas. Et ça a été son soutien, a été vraiment c'est précieux. Précieux. Hein. Et là, franchement, quand tu as le soutien de tes pairs, enfin de tes gens les plus proches, parce que bon, le soutien, il n'a pas été partout. Hein. Justement, Céline, tu fais bien de le dire, parce qu'à 20 ans, on accepte le fait d'être instable, de pas trop savoir ce qu'on veut faire. Mais à 40 ans, Céline, quand on a passé 13 ans dans une entreprise, quel est le regard des autres, de l'entourage, face à ce changement? Alors, un regard d'incompréhension. J'imagine. Parce que déjà au niveau de la famille, les parents, donc pas de mon mari, bon mes enfants ils étaient pas trop en âge de comprendre et tout ça, mais la famille proche, surtout au niveau de mes parents après. Alors justement Céline, quand on a 20 ans, on accepte facilement d'être qualifié d'instable, de pas trop savoir ce qu'on veut, de changer, de tergiverser, de changer d'études, de formation. Mais à 40 ans Céline, quand on a de surcroît passé 13 ans dans la même entreprise, quel a été le regard des autres? Quel a été le comportement de ton entourage et de tes proches? Oui, parce que c'est moins mignon, hein. Tu peux le dire. C'est plus les mêmes fesses de bébé. Bon, c'est vrai qu'au niveau de la famille, donc comme je vous disais au niveau de mon mari, là franchement, il n'y avait pas de souci. Après, c'est au niveau des parents. Oui. Parce que bon, je reste leur enfant. C'est ça. J'ai beau avoir 40 ans. Exact. Ils ont peur. Voilà. Ils ont peur parce que pour eux, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai des responsabilités. Comment je peux me permettre de laisser un boulot de surcroît que j'avais à vie? La sacro-sainte administration publique. Le CDI. Le CDI dans le fonctionnariat. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton problème? Céline, tu vas arrêter. Mais non, en fait, écoutez, effectivement, j'ai 40 ans, je sais à peu près ce que je fais. Moi, effectivement, j'étais dans une incertitude, mais bon, il fallait quand même montrer que, voilà, je sais ce que je fais, je pars pour ma santé. Et il y avait justement cette fameuse question, mais maintenant, tout le monde veut avoir un travail épanouissant. Un travail, c'est pour travailler, c'est pas pour être épanouissant. Intéressant, Céline. Et effectivement, donc, il y a une part de raison dans ça. Après, bon, tu peux trouver un épanouissement ailleurs. Tu as un travail nourricier, tu as un épanouissement, tu fais ton petit sport, tu as tes amis, tu as tes voyages. On peut composer, effectivement. Mais moi, je ne pouvais plus composer. C'est-à-dire que là, il fallait vraiment changer et tu pouvais me dire ce que tu voulais. Il y avait pas... Et puis après, c'était ma vie. Je ne voulais pas avoir de regrets demain. Et demain, voilà, je suis partie, et je trouverai d'autres choses à faire. C'est un travail. Il faut qu'on comprenne que c'est un travail. Même s'il y a l'aspect, effectivement, il faut payer tes factures, il faut payer de quoi remplir ton frigo, il faut payer les études des enfants. Exactement. Mais pas au prix de la santé, quoi. Mais pas au prix de la santé. Demain, ils ont une maman qu'au bout du rouleau, ça va servir à quoi? C'est ça. Alors Céline, j'entends qu'effectivement, tu as un petit peu fait fi de toutes ces croyances autour du travail, tu as écouté que ton cœur, que ta santé, mais c'était pour quoi faire finalement? Est-ce que tu avais déjà réfléchi à un projet professionnel concret, précis? On n'entre pas encore dans le détail, on garde encore le suspense de ta nouvelle activité, mais c'est juste pour savoir comment on fait pour trouver ce dans quoi on va s'épanouir. Alors, il y a eu un travail d'introspection et de rétrospection. C'est-à-dire que bien souvent, dans notre parcours de vie, on s'oublie. Par rapport au poids des responsabilités, de ce que la société nous dit qu'il faut que tu fasses, ou même, tu sais, des parents, et puis de toi-même. Parce que bon, c'est pas toujours les autres, hein. Il faut regarder que c'est toi-même qui est ton propre chef. Et puis tu rentres dans le moule, hein. Tu rentres dans la norme. Dans le moule. Et c'est vrai que là, je me suis dit, bon, Céline, ça y est, tu pars, qu'est-ce que tu vas faire? Exact. Parce qu'au final, même si je m'étais pas préparée, j'étais pas forcément préparée. Parce que j'avais une idée approximative de ce que je voulais faire. Moi, c'était retourner dans mes premiers amours, le monde de l'art artistique, voilà, faire ressortir ce côté, cette âme d'artiste, la création. C'est mignon, Delphine, comme tu disais tout à l'heure. C'est mignon. Mais comment on en vit? Aussi, on dit, ouais, bon, ça lui passera. Voilà. Mais à 40 ans, encore une fois. Et puis comment on en vit? Comment on envisage d'en vivre?
arrive. Voilà. Surtout, et on est en Martinique où les opportunités ne sont pas vraiment. C'est pas simple, ouais. Pas simple pour toutes les personnes créatives. Ah non, pas du tout. Et du coup, comment on te laisse te poursuivre, comment tu continues, comment tu développes ce sens créatif et pour me donner naissance à un projet. Donc, alors c'est là que j'ai commencé à investiguer, à regarder ce qui se faisait. Justement, comment le milieu artistique de l'illustration, comment ça se passe en Martinique. Tout à fait. Et là, j'ai commencé à faire ma tête chercheuse. J'ai fouiné, j'ai regardé. Je me suis dit, oh là là, mais c'est difficile. Bon, à part ceux qui sont effectivement édités, produits dans nos librairies locales, il y a quelques salons, mais le marché est vaste en fait. Il y en a quelques-uns qui arrivent à être produits, édités dans l'Hexagone. Mais voilà, il y a pas des masses. Et en fouillant, un tel fait des illustrations, celui-ci, tout ça. Je fais, mais on vous voit pas? Où est-ce que vous êtes? J'ai dit, mais non, mais il y a vraiment quelque chose à faire ici en Martinique. Pourquoi ce manque de visibilité? Et je vais pas spoiler la suite. Donc, on laisse un petit peu pour la suite de l'activité. Mais alors, moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Céline, tu quittes le salariat pour l'entrepreneuriat. Alors, tu n'as pas quitté ton boulot pour un autre boulot dans une autre entreprise. Tu le quittes pour le salariat. Donc, tu vas embrasser l'insécurité, l'inconfort. Pour l'entrepreneuriat, oui. Pour l'entrepreneuriat. Donc, à 40 ans, Céline, quand on pense que cet âge-là, c'est souvent un âge de stabilité, le moment où on est un petit peu le point culminant, où on a son CDI, sa vie de famille, où on va chiller, on va investir. Toi, tu recommences tout. Tu repars de zéro. La question, c'est comment tu assumes ça, de repartir de zéro et d'avancer dans l'inconnu et dans l'insécurité financière. Comment assumer ça? Alors, je sais pas si c'est vraiment le mot assumer, c'est juste essayer. J'essaye. Écoute, ça marche, ça fonctionne, c'est très bien. Je suis aux anges, ça fonctionne pas, je repartirai sur autre chose. Mais je m'en serais tellement voulu si je n'essayais pas. Par peur, parce que souvent les peurs ça bloque, c'est bloquant en fait. Et il fallait que j'arrive à dépasser ça. Et on le dépasse pas seul. Enfin, il y en a qui arrivent très bien. Le fait que quand même je vais pas mettre de côté le fait que quand même j'ai un mari à côté de moi. Je pense que ça aide grandement d'avoir ce soutien-là moral et aussi le temps financier parce que attention, je suis une working girl, empowerment. Moi, je ne vis pas au crochet de quiconque. Donc là, je suis au combat pour effectivement monter ma boîte. Donc là, c'est vrai que de monter sa boîte aussi parce que je touche les ARE. Il y en a, les ACDIC, d'accord. Voilà, donc les ACDIC. Donc là, c'est vrai que quand tu pars, tu n'as ni ACDIC, ni soutien moral, ni soutien financier, et puis tu y vas, et il y en a qui arrivent. Avec tout ça qui arrive, donc qui ont la rage de vaincre, la rage de réussir. Après, moi, je n'étais pas dans cette situation-là. J'avais effectivement des points qui font qu'au final, je me retrouve dans cette insécurité parce que l'avenir, je ne connais pas. Tu ne maîtrises pas. J'ai des charges à payer parce que là, c'est un temps. Et puis c'est 2 ans les ACDIC. Ah bon? Et ça arrive très vite. Et après, on fait quoi? C'est ça. Tu t'es fait accompagner, pardon? C'est ça, exactement. Alors oui, là, franchement, je me suis fait accompagner par un super dispositif, en fait. Alors, je sais pas si on a le droit de nommer ou pas, mais en tout cas, on sait que les dispositifs, ça existe, donc c'est un incubateur. Voilà, un incubateur d'entreprise qui, franchement, je pense, aurait aidé tellement d'entrepreneurs là, parce que nous, ça nous aide, ça nous arme, en fait, pour affronter la vie d'entrepreneur qui est pas une vie de bisounours, hein, où il faut quand même avoir des connaissances parce que ils nous apportent quand même cette connaissance financière, ils nous mettent à disposition des juristes, des économistes, voilà. Franchement, on est en train de regarder la comptabilité, enfin tous les aspects pour ficeler un projet de façon qu'il soit viable. Voilà, et c'est surtout ça, c'est pour la viabilité. Alors il y en a où ils arrivent avec que des idées en tête. Voilà, il y en a qui comme moi ont déjà l'idée, la société, tout ça, mais il me fallait cet aspect-là juridique, puisque bon, il y a un petit montage qui était assez
petit peu compliqué. Donc, il fallait que j'ai ces connaissances-là et cette aide-là. Et puis voilà. Donc ça, et puis, chose importante, c'est le modèle économique. Parce que souvent, on a des projets, mais on ne sait pas comment on va en vivre. Ils ne sont pas rentables. D'ailleurs, et parce qu'il y a des personnes qui ont déjà monté leur société, qui travaillaient depuis 1 an, 2 ans, et qui se rendent compte qu'ils travaillent un peu à perte et tout ça. Donc, il fallait revoir le modèle économique. Donc, d'avoir ces personnes-là qui sont à tes côtés, qui te disent, bon, bah, ça, il faut faire ça va pas. Mais c'est une chance. Wow. Donc, à aucun moment, tu t'es senti découragée? Pas du tout, au contraire. Grâce au soutien de cette structure. Tu es accompagnée. Oui, tout à fait. Alors, je vais dire à nos auditeurs, s'ils veulent connaître le nom de la structure, ils nous envoient un message en MP sur notre page Insta et on pourra communiquer. Super. Donc, c'est bien de savoir qu'on n'est pas seul, qu'il y a des organismes qui peuvent justement vous accompagner pour justement concrétiser votre projet et le rendre le plus viable possible de façon à ce que votre reconversion soit la plus pérenne possible et qu'elle chemine vers quelque chose de viable. Donc, économiquement. C'est vrai qu'avec tout ça là, bon, moi je pars déjà que j'étais très motivée parce que je suis très sûre de vers quoi je chemine là. Ouais. Et avec cette aide là de surcroît là, allez, là je suis prête à déplacer des morts et non des montagnes. Wow. Alors tu as déplacé quoi comme mort? Alors on y est là, on y est. C'est ce que tu as fait. Quelle est ta nouvelle activité? Donc tu étais assistante de direction, c'est ça? Alors j'ai été, parce que attention, les mots sont importants, les termes sont importants. Surtout dans les administrations parce qu'attends, un mot, c'est un titre, c'est un niveau, bon, c'est voilà. Alors on te laisse. Voilà. Donc j'étais secrétaire de direction et ensuite j'étais assistante de communication et avant j'étais secrétaire spécialisée, mais je ne sais pas en quoi j'étais spécialisée. C'était spécialisé 3 petits points. C'était pour pouvoir faire un petit peu tout. Polyvalente. Et donc, aujourd'hui, ta reconversion va dans quel sens? Quelle est la nouvelle activité? Alors, ma nouvelle activité, je suis cofondatrice de Mouvance Noire, qui est une agence qui s'occupe de promouvoir les artistes et les designers à l'international, en fait. Et ce sont des designers en mobilier, plus précisément. Oui. Et les artistes, ce sont des artistes plasticiens. Certains me disent, qu'est-ce qu'un artiste plasticien? Photographe, peintre, sculpteur. Bien. Donc, ces artistes-là qu'on va promouvoir, ce sont des artistes du bassin caribéen et des designers aussi du bassin caribéen. Très bien. Ainsi que du continent africain. Super. Donc, tout l'intérêt, c'est de les promouvoir à l'international parce que surtout au niveau de la Martinique, le marché est assez étroit et il est très important de pouvoir les aider de vivre de leur art, de pouvoir vendre leurs œuvres. Et là, ça se fait effectivement à l'international. Il y a un grand boom du marché de l'art et du mobilier designé. Donc là, voilà. Donc notre entreprise, en fait, c'est une plateforme, une plateforme digitale. Qui se trouve en fait à Toronto. Mon associé Shirley Raffina habite sur Toronto et en fait moi sur la Martinique je vais dénicher les artistes plasticiens ainsi que les designers et elle de son côté en fait aussi va faire ce travail-là en Amérique du Nord et sur le continent africain. Génial. Et comment en fait est-ce que cette idée a surgi pendant tes ateliers d'aide à la reconversion? Voilà, oui, tout à fait. Parce que c'est assez spécifique. C'est une niche. Oui, c'est tout à fait. C'est un travail de niche. C'est une cible de niche parce que justement, quand j'étais dans mon travail d'introspection et que je voulais effectivement me lancer dans l'illustration, être dans le monde de l'art, j'ai commencé à regarder un petit peu. C'est bizarre parce que là, on dirait que j'avais mis ça de côté pour ce travail très rationnel, nourricier et tout ce que j'aimais, comme si j'avais mis ça de côté. Et donc là, j'ai recommencé à aller voir les expos, à m'intéresser à ce qui se faisait en local et tout ça. J'ai dit, mon Dieu, je suis allée dans les associations, j'ai regardé tout ce qui se faisait. J'ai dit, ah non, il faut faire quelque chose. Mais c'est là ma voix. Mon côté Mère Teresa, c'est là que je vais pouvoir... C'est là que tu vas le mettre. Pas dans le service où tu as voulu mettre du bonheur. Voilà, c'est ça, mais pas ton bonheur. C'est ça. Voilà, j'ai dit, mais il faut leur donner cette visibilité-là. C'est très, très important. Comment? Ah ben voilà, avec cette plateforme digitale e-commerce, on va pouvoir, alors là, être de façon tentaculaire, être visible en fait.
Donc, tu vas permettre aux artistes locaux et caribéens de rayonner à l'international. Voilà, et sur aussi donc les artistes et designers du continent africain. Et africain aussi. C'est vraiment, il y en a l'autre, c'est-à-dire que autant on montre les artistes et les designers africains, autant on montre les caribéens. Comme ça, c'est côte à côte. Super. Et c'est côte à côte qu'on va enfin avoir cette visibilité commune. Eh bien, merci beaucoup, Céline. Alors, pour toutes les personnes qui veulent te suivre, est-ce que tu as une adresse Instagram où on pourrait te suivre sur les réseaux sociaux, notamment si on est plasticien ou intéressé justement à prendre contact avec toi? Mais oui, tout à fait. Donc, c'est Mouvance Noire sur Instagram, tout simplement. Et puis, on a aussi notre site vitrine internet www.mouvancenoire.com. Super. Alors, pour terminer, à toutes les personnes qui veulent, comme toi, opérer un changement professionnel, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Le mot de la fin te revient, Céline. Alors, vous pouvez avoir des hésitations, des peurs, mais allez-y, foncez. Et si vous vous trompez, c'est pas grave, vous allez recommencer. L'erreur est humaine, alors allez-y. Waouh, une belle fin ça. Merci beaucoup Céline. C'est un parcours très inspirant qui va inspirer très certainement nos... Assurément. Super. Eh bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était La Vie 4.0 et on était sur Fusion TV. À bientôt. Au revoir.